Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Roue Libre. On va parler aujourd'hui des championnats du monde d'Innsbruck et je suis avec Paul pour en parler comme d'habitude. Ça va Joseph? En forme? Ça va très bien, pour le moment ça va. Moi je suis hyper excitant en tout cas, peut-être que ça se voit pas, mais en tout cas avec cette belle semaine de championnat du monde qui arrive, qui a très bien commencé hier avec le contre-la-montre par équipe, ça lance une très belle semaine en Autriche et j'ai déjà hâte d'en découvrir. Ouais, parce qu'on en a parlé à peu près toute l'année de ces fameux championnats du monde qui sont différents. Et pourquoi ils sont différents, on va le découvrir tout de suite parce qu'on va vous faire en gros un petit topo sur le parcours. Ce fameux parcours donc qu'on va commencer à découvrir avec donc en général les grands chiffres du coup voilà en kilomètres, donc ça va être quand même assez usant, 258 bornes avec un dénivelé positif assez conséquent, 4670 mètres et donc c'est plus conséquent là. C'est plus conséquent. C'est plus conséquent, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est une étape, c'est une grosse étape du Tour de France. Il n'y a pas une classique de toute l'année qui s'approche de ce genre de dénivelé. Donc oui, là on peut parler d'un dénivelé très conséquent sur une course d'un jour. C'est quelque chose qu'on a, je pense, jamais vu. Ouais, voilà, on va découvrir justement ce fameux profil parce qu'après avoir vu les chiffres, c'est une chose, mais quand on voit le profil, tout de suite, c'est assez parlant avec cette oscillation infinissable. Et donc, une première partie de Kufstein jusqu'à Innsbruck, Paul, la partie en jaune. Bah, la partie en jaune, voilà, à l'image on ne sera pas encore sur le circuit d'Innsbruck, c'est à l'image de tout ce qui se fait dans les courses classiques. En fait, ce sera le moment où les choses vont se mettre en place, où le premier coup va partir, où l'échappée du jour va partir. Est-ce qu'il y aura déjà des gros noms qui seront dedans? Je ne pense pas. Je vois bien la montée de Gledenwald, je ne sais pas comment tu la prononces. Je pense que elle, pour le coup, ce sera le premier rendez-vous pour les hommes forts. S'il y en a qui veulent tenter des coups de loin, pourquoi pas l'équipe de France, on en parlera tout à l'heure. Avant, ce sera surtout des coups pour des équipiers, placer des hommes à l'avant pour les favoris. Mais je ne vois pas grand-chose se passer dans cette première partie de course. En tout cas, rien en ce qui concerne les favoris et les futurs vainqueurs. Ce sera surtout pour chauffer, mais ça va quand même déjà bien chauffer les cuisses parce que la montée de Gnadenwald, c'est quand même 2,6 km à 10% de moyenne. Donc, ça va être un moyen bien de se chauffer. Ce sera le point de départ de la course. Voilà. De toute façon, après, tu arrives directement sur le circuit. Donc, on va déjà voir sans doute des beaux noms, effectivement, qui sont là dans l'année, mais pas forcément favoris. Après cette partie jaune, on va donc découvrir ce fameux circuit, donc la partie orange, avec une montée qui s'appelle la montée en gros d'Eagles. Et cette montée T'es sûr qu'on dit comme ça? D'Eagles, voilà, malheureusement. C'est toi qui t'appelle Paul Harrer, qui a un nom de l'Est et qui doit savoir comment on prononce ce truc-là. C'est pas un nom de l'Est, c'est un nom qui vient d'Autriche en vrai. Donc voilà, aucune excuse. Cette fameuse montée d'Eagles, du coup, Paul, tu nous l'as fait découvrir avec ce profil. Bah, j'allais dire, par rapport à ce qu'on va voir à la fin, je la trouverais presque roulante. 8 km à 5,7% de moyenne, c'est pas insurmontable. Dénivelé, il me semble que j'avais vu, ouais, voilà, c'est de l'ordre de 400 mètres. Le problème, c'est que tu la passes 7 fois, quoi. Et voilà. C'est ça qui va être terrible pour les jambes. Et voilà, quand on voit cette montée, on se dit, ah, pour un Valverde, pour un Lafilippe, même pour un Kwiatkowski ou un Sagan, tu dis c'est possible. Mais il ne faut pas oublier qu'on la passe 7 fois. Et c'est pour ça qu'il faut se rappeler aussi que ces coureurs de classique n'ont pas l'habitude de parcourir autant de dénivelé. Donc voilà. Donc cette montée d'Eagles, ça sera passée 7 fois. Et donc quand on regarde le profil, après cette partie jaune, cette partie orange, on va arriver dans la dernière partie, la ligne droite, pas vraiment droite, vers l'arrivée, avec une dernière montée, l'enfer d'Innsbruck, comme ils l'appellent tous, la montée de Grammart-Boden. Ben là, pour le coup, on sera vraiment sur un profil type classique. Je regardais la reconnaissance avec Juan Antonio Flecha là, sur Eurosport. C'est boisé, la route est hyper serrée. Il faudra être bien placé, même si je pense que ce sera un petit groupe qui se présentera au pied de cette dernière ascension. C'est boisé. Si tant est qu'il pleut ou qu'il fasse pas très beau, ça risque d'être très humide. C'est dans la forêt, donc ce sera vraiment très sympa à suivre. Et puis au-delà de cette montée, c'est la descente derrière. Et encore une fois, je reviens à la météo. Si la météo est capricieuse, il faudra faire attention. La descente est technique, elle est rapide. C'est 6 km. Et dès que tu arrives au pied de la descente, il ne reste que 2 km. Donc, si ça se ne joue pas en montée, ça pourra peut-être se jouer en descente, comme à Rio il y a 2 ans, où Nibali avait perdu tout espoir de titre olympique, on s'en souvient. Ouais, et cette montée, justement,
cette montée de Grammar Boden. Pourquoi il l'appelle l'enfer d'Innsbruck? Parce qu'il y a un passage absolument horrible à 28%. Et là, je pense qu'il peut y avoir. C'est pas forcément à cet endroit-là qu'il y aura des attaques, mais en tout cas, là, je pense qu'il y en a qui peuvent exploser complètement. Eh ben, on se souvient de la victoire de Michael Woods là, au balcon de Biscaya sur la Vuelta. Souvenez-vous des images qu'on voyait, souvenez-vous du temps, du brouillard, etc. Des coureurs collés sur l'asphalte. Et ben là, on va vivre les mêmes choses, sauf que ce sera avec les meilleurs cyclistes du monde. Ouais, et puis en plus, on peut s'attendre à une course avec des rebondissements parce que Michael Woods, au début, même sur la fin de l'étape, on ne se disait pas qu'il allait gagner, mais en fait, il est revenu. Et puis voilà, il y a ces fameuses descentes en fait qui sont, enfin descentes, ces fameuses explosions de coureurs, pardon, qui font qu'en fait, on peut s'attendre à tout. Sur des pentes comme ça, il faut se dire une chose, c'est qu'on n'avance pas. Donc les écarts se font très vite, mais sur des distances courtes, et du coup peuvent aussi se refaire vite. Il suffit que tu exploses. Tu as l'impression que c'est pas loin, en fait. Tu as l'impression que le sommet n'est pas loin, sauf qu'en fait, vu que tu n'avances pas, tu mets des heures à y arriver, et il peut y avoir des changements de forme très importants sur ce type de montée. Donc ce sera très intéressant de suivre ça, et très intéressant pour les coureurs de faire très attention à leur effort. Et justement, ce parcours-là, il y a Cyril Guimard, le sélectionneur de l'équipe de France, qui a dit que c'était peut-être le parcours le plus dur de l'histoire des championnats du monde. Mais Cyril Guimard, qui est-ce qu'il a pris dans l'équipe de France cette année? On le découvre tout de suite. On passe aux Français avec un petit débat. Quelle stratégie pour l'équipe de France? L'équipe de France, donc, 7 noms ont été choisis, Paul, par Cyril Guimard. 7 noms, tu as parlé de Julian Alaphilippe, mais ce n'est pas le seul Julian Alaphilippe. Il y a 6 autres noms. Est-ce que tu peux nous les faire découvrir donc? Bah oui, il y a Julian Alaphilippe, du coup, forcément, accompagné de 2 autres leaders, et on en reparlera tout à l'heure parce qu'il y a des choses à faire avec ce genre d'équipe. Thibaut Pinot, Romain Bardet, accompagné avec Tony Galopin. Tony Galopin, on se rappelle, 5e du championnat du monde en 2014, quand c'est Kwiatkowski qui gagne. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps, je vais la placer, la petite stat. Anthony Roux, Rudy Mollard, ça pour aider Thibaut Pinot, ce sera parfait. Warren Barguil, l'appelé de dernière minute, et Alexandre Geniez, qui participera lui par contre au contre-la-montre. Donc voilà, une belle équipe de grimpeurs, de talentueux. Ils sont en forme déjà. La première chose qu'on peut dire, c'est que des hommes en forme, et en plus avec le champion de France, Anthony Roux. C'est des vainqueurs, c'est des hommes en forme, c'est des tempéraments. Donc c'est bien, voilà, on voit notamment la saison des trois leaders, avec un Thibaut Pinot qui a déjà 2 victoires d'étape cette saison, les 2 sur la Vuelta, 2 classements généraux, on rappelle, au Tour des Alpes et au Tour de l'Ain. Julien Alaphilippe, est-ce qu'on a vraiment besoin de parler de sa saison? Je ne pense pas. C'est absolument incroyable. Il a quand même 2 classements, 2 victoires sur le classement général, un tour de Slovaquie et tour de Grande-Bretagne. Et Romain Bardet, qui n'a qu'une victoire cette saison, c'était en Bretagne, il me semble, mais qui a quand même fait 3e de Liège-Bastogne-Liège et 2e de Strade Bianche. Des classiques à haut dénivelé aussi. Donc voilà, c'est des coureurs en forme, notamment Romain Bardet, peut-être qui a le moins bon pédigré des 3, mais qui cartonne en ce moment sur les routes italiennes. Donc il arrive très en forme aussi sur les championnats du monde, donc ce sera très intéressant à suivre. Donc cette question, Paul, quelle stratégie pour l'équipe de France? Selon toi, est-ce qu'il faut choisir un leader en particulier, ou est-ce qu'avec ce parcours qui monte, qui descend de partout, ça va s'attaquer? C'est presque impossible d'avoir un leader et de travailler que pour lui. Non, moi je pense qu'il ne faut pas choisir un leader en particulier, parce qu'on s'expose à une chose, c'est qu'on attend toute la fin, parce que le leader ce serait forcément Julien Alaphilippe, et tu nous en parleras mieux tout à l'heure. On s'expose en fait à ce que le coup parte sans nous, quoi. Est-ce qu'on met tout sur Julien Alaphilippe, et du coup on laisse Thibaut Pinot et Romain Bardet avec lui, ce qui veut dire que les 2 vont l'accompagner jusqu'au bout, sauf que s'il y a un coup qui part avant avec des coureurs de qualité, et Dieu sait qu'il y en a dans la start list de ces championnats du monde, on s'expose à passer à côté. Peut-être que Julien Alaphilippe réglera le sprint des favoris, le groupe des favoris, mais s'il y a 3 mecs qui sont arrivés avant lui, il n'y aura pas de problème pour l'équipe de France. Non, je pense qu'il faut aider Julien Alaphilippe avec des coureurs solides, et il y en a plein dans cette équipe. Un Rudy Mollard pourra l'aider, je vois Alexandre Geniez, et il pourra l'aider. Tony Galopin aussi. Je pense que c'est ces gars-là qu'il faut placer à côté de Julien Alaphilippe. Moi, je suis assez d'accord avec toi. En tout cas, il faut des coureurs en tout cas qui soient là pour protéger Julian Alaphilippe, qui est le leader incontestable de cette équipe, mais qui n'est pas le seul leader. Voilà. Moi, je pense qu'il y a 2 hommes notamment qui doivent être là
pour protéger Johan Alaphilippe, c'est Anthony Roux et Alexandre Genès. Alexandre Genès qui sera déjà assez fatigué, il aura fait le contre-la-montre par équipe plus le contre-la-montre individuel. Lui, il doit être vraiment là pour le protéger. Et Anthony Roux. Et d'ailleurs, Paul. Non, mais justement, il faut pas se dire faut mettre les moins forts avec Julien Alaphilippe, parce que Julien Alaphilippe, si des coups partent, notamment, on parlera de Thibaut Pinot et Romain Bardet après, mais s'ils partent dans des coups et qu'ils se font attraper, Alaphilippe, il aura besoin d'hommes forts avec lui. Et si Alexandre Genès, qui vient de finir la Vuelta et qui aura déjà fait le contre-la-montre, en plus du contre-la-montre par équipe, il me semble, à confirmer, il sera fatigué. Moi, je veux qu'un Rudy Mollard qu'on a vu en forme et qu'un Tony Galopin qu'on a vu en forme sur la Vuelta, qui profite de ses jambes encore un peu chaudes de la Vuelta pour aider Julien Alaphilippe. Et on a vu que sur la Vuelta, notamment, j'en reviens, ils ont été très bons sur ce genre de parcours, de côte. Donc voilà, moi je veux des hommes forts à côté de lui, mais je ne veux pas qu'on mette tous nos œufs dans le même panier non plus. On vous a posé la question notamment à les rouleurs sur nos pages Twitter et sur notre page Twitter et sur notre page Facebook. Quelle stratégie pour l'équipe de France? On a eu des réponses un peu de tout, mais globalement quand même beaucoup de Alaphilippe en grand leader. Voilà, Gary, the spécialiste OL, bravo pour la victoire d'ailleurs contre l'OM, qui dit partir avec l'idée qu'il y a 3 leaders pour en sacrifier un en course, entre Pinot et Bardet, et garder Alaphilippe en électron libre. Et puis, il dit autre chose, placer Genès dans une échappée, puis attaquer avec le leader déchu dans le final pour que les autres je suis assez d'accord, on va rester un peu là-dessus. J'aime bien cette idée d'une course en 3 temps, avec le premier temps, placer un Français dans les échappées. Et là, par exemple, Genès, je le préférais dans ce rôle-là. Tu vois, l'échappée au long cours, qui nous empêche du coup de faire le travail, de prendre la course en main derrière. Après, dans un deuxième échelon, peut-être sur l'avant-avant-dernière, où tu sais, 2-3 difficultés avant l'arrivée, là, lancer un favori, un Bardet ou un Pinot. Au long cours, comme ça, on sait que c'est des coureurs de talent. S'ils partent dans un bon coup avec de bons coureurs, ils peuvent aller au bout. Et pareil, si ces 2 premières banderies ne marchent pas, tu arrives frais avec un Alaphilippe bien entouré dans la dernière montée qui n'aura pas mis un coup de pédale. Et là, à ce moment-là, on sait qu'il sera très difficile à battre. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans les autres réactions, c'est qu'il y a Alaphilippe, mais tout le monde veut absolument voir Bardet et Pinot attaquer, en tout cas dans la montée du Grammar-Boden, dans l'enfer d'Innsbruck. Donc, attaque de Pinot ou Bardet dans l'avant-dernier col. Donc, bon, là, pour le coup, c'est dans la montée d'Eagles. Voilà, et laisser un peu les autres faire le travail. Et puis, à droite, donc, vous voyez la réaction de notre ami suisse. Laisser la Suisse gagner. Franchement, si c'est Sébastien Reichenbach, pour tout le taf qu'il a fait pour Thibaut Pinot, vas-y, gagne. Mais alors, on fait au moins podium. En vrai, ils ont une belle équipe, la Suisse. On en rigole, mais tu sais, avec Mathias Franck, Simon Rabito, Sébastien Reichenbach, ils peuvent avoir un rôle dans cette course. Donc, blague à part, ils peuvent non, il y a beaucoup de nations, en tout cas, qui peuvent. Je reviens à la montée. Imagine qu'on se retrouve dans un groupe avec Thibaut Pinot, Romain Bardet et Julien Alaphilippe dans la dernière montée. C'est quoi? Comment on la joue? Est-ce que là, on sacrifie du coup? Est-ce qu'on en sacrifie un? Est-ce qu'on en sacrifie 2 pour vraiment jouer tout sur Alaphilippe? Ou est-ce que chacun joue sa propre carte? Tu vois, on se souvient de la victoire de Luc Leblanc au championnat du monde, où Virenque, qui était le favori idéal, avait eu un peu mauvaise parce que voilà, le bon coup était allé au bout et que Luc Leblanc ne l'avait pas joué pour son leader. Donc, tu vois, c'est compliqué. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces 3 coureurs d'un talent énorme, c'est une génération fantastique. Romain Bardet l'a bien rappelé chez nos confrères de stade de hier. C'est des mecs qui courent ensemble depuis des années. Mais c'est aussi des mecs qui ne vont pas se laisser marcher dessus. On sait qu'il y a une rivalité saine, en tout cas entre Bardet et Pinot depuis au moins 2014 et ce Tour de France. Ce Tour de France magnifique. Mais pareil, c'est des coureurs qui ont l'objectif d'être champion du monde. Donc ça va pas être facile à gérer pour mais après, faut pas, c'est clair, ils ont une seule occasion pour être champion du monde dans leur vie, mais il faut pas non plus qu'ils se trompent. Il faut que Cyril Guimard, lui, en tant que capitaine, sache, en tant que sélectionneur, dise quand même et leur rappelle que c'est Julian Alaphilippe qui est la meilleure chance de nos Bleus. C'est lui qui a le meilleur punch, cette fameuse arrivée. Quand on la compare à d'autres arrivées, elle ressemble beaucoup à la Flèche Wallonne, à la Classica San Sebastian. 2 courses cette année qui ont été gagnées par qui? Par Julian Alaphilippe. Le mur de Huy à la Flèche Wallonne, pour rappeler, 1,3 km à 10% de moyenne, max à 17%. Classica San Sebastian, 1,8 km, 11%, max à 25%. Mais attention, là, il ne faut pas perdre de vue aussi le dénivelé. Le dénivelé qui est plus important. On l'a vu, de Julian Alaphilippe, notamment sur le Tour de Lombardie, qui me semble, si je ne veux pas dire de bêtises, est la classique avec le plus de dénivelé
le plus de dénivelé sur le Voilà, World on Tour. a justement quelques parcours similaires avec le dénivelé. C'est plus ou moins 4000 mètres. La Kaïska San Sebastian, c'est 2750 mètres. Et là, on est sur du 4670 mètres. C'est une vraie étape de montagne. Et là où ça me rassure peut-être pour Philippe, c'est qu'il a montré qu'il pouvait répondre présent sur le Tour de France, où il en gagne 2. Mais encore une fois, il les gagne en partant de loin. Là, ce ne sera pas pareil. Il sera attendu, il sera surveillé. On verra. Moi, voilà, je veux surtout ne pas mettre mes œufs dans le même panier et laisser une vraie part belle à Thibaut Pinot et à Romain Bardet. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, ce ne seront pas les seuls sur ce parcours des championnats du monde. Et Paul, on va découvrir en gros qui sont les grands favoris. Les adversaires de nos Français. Voilà, les adversaires de nos Français. Et c'est tout de suite, donc on va faire un petit focus des favoris. On vous a choisi en gros 6 noms. On a fait un petit, voilà, on a essayé de savoir. Bon, encore on n'est pas tous d'accord. Comme à chaque fois, on a eu du mal. Il manque des Valverde, etc. Mais bon, ça c'est moi qui voulais absolument le mettre. C'est pour ça que je le dis en premier. Bon, Michal Kwiatkowski, Johan Alaphilippe, Vincenzo Nibali, Simon Yates, Primoz Roglic, Romain Bardet. Par où commencer tu vois, quand on voit ces 6 noms, c'est que des coureurs fantastiques. Allons peut-être sur les coureurs qui font un peu débat. Toi, tu me disais, j'aurais peut-être pas mis Bardet ou Kwiatkowski, j'aurais mis un Valverde. Alors moi, je défends Kwiatkowski parce que son Tour d'Espagne m'a impressionné, mine de rien. Bon, après la première semaine et son maillot rouge, tout le monde disait c'est le favori de la Sky, etc. Non, Kwiatkowski n'est pas un coureur de classement général. Kwiatkowski, sur cette première semaine de Vuelta, où il y a eu des parcours vallonnés, du plat, de la montée, etc. Il a été très bon. Et sur une course d'un jour comme ça, avec autant de dénivelé, je pense qu'il peut tenir. Et c'est un gagnant. C'est un coureur de talent et c'est un gagnant. On le voit sur la photo juste derrière en 2014. Ben non. Il est champion du monde en 2014. C'est soit en 2014, fin 2014 ou 2015. Et ben, il a déjà été champion du monde. Donc, oui, moi j'y crois. Et sa Vuelta m'a rassuré. Et je pense qu'il va faire quelque chose de grand sur ces championnats du monde. Ouais, mais moi je pense que certes, Kwiatkowski n'est pas quand même un coureur de classement général, mais tu vois, quand je vois des coureurs qui ont fini quand même le Giro dans le dur, selon moi, après on peut me dire qu'ils se sont préparés Giro, pour le la championnat Vuelta. du monde, le Giro. La Vuelta, pardon. La Vuelta, difficilement, mais voilà, il y a 2 hommes qu'on a mis dans ces 6-là, c'est Kwiatkowski et Nibali, qui ont quand même fini donc cette Vuelta à la 43e place du classement général, et donc pour Vincenzo Nibali à la 59e place. Moi, quand on me place Vincenzo Nibali dans ses favoris, autant Kwiatkowski, il peut y avoir débat. Pour moi, Nibali n'est pas du tout remis de son abandon, après cette chute dans l'Alpe, dans l'Alpe d'Huez. Je le vois pas du tout être en forme. Bon, moi, j'ai une position, mais c'est clair. Mais franchement, je paye un verre à n'importe quel rouleur si Vincenzo Nibali fait même podium de ce championnat du monde. Non, mais moi, déjà, sur la Vuelta, il est arrivé en méforme. Il l'avait dit, il ne l'avait pas caché. Moi, je l'ai trouvé très intéressant dans la progression qu'il a eu sur cette Vuelta, notamment quand il s'est mis au service de tous ses coéquipiers, notamment de son leader, Yonis Aguirre. Non, moi, j'ai l'impression que c'était un Nibali qui monte en puissance. Et c'est aussi un Nibali qui a accumulé les kilomètres et qui s'est préservé sur cette Vuelta. Il a repris du rythme sur cette Vuelta et il a mieux fini qu'il l'a terminé, et c'est un coureur de talent, et on sait qu'à cette période de l'année, il est en forme. On se souvient au Tour de Lombardie l'année dernière. Là, on est sur un profil similaire à cette classique italienne. C'est à peu près la même période de l'année. Non, moi je suis persuadé de monter en puissance. Je suis persuadé qu'il sera au rendez-vous. Quand tu as des coureurs comme Simon Yates qui sont déjà tout en haut. Oui, mais il est comparé à Simon Yates. Attention à Simon Yates. Simon Yates, quand tu vois le profil, c'est un profil parfait pour lui. Il a gagné sur la dernière étape, je crois, du Tour de Catalogne cette année, qui ressemble, parcours en circuit, arrivé en descente après une petite montée. Pour moi, c'est le grand favori des championnats du monde. C'est le meilleur puncher du parcours. Le plus en forme. Puncher, grimpeur, ce parcours, c'est quoi? C'est du punch et de la montée. Lui, il est grimpeur, il est puncher, il sort de la Vuelta, confiance maximale. Voilà. Est-ce qu'il en reste dans le réservoir? C'est la seule question, parce que pour moi, c'est le favori incontesté, Simon Yates. Et puis, il y a effectivement d'autres coureurs, à part ces 6-là. Bon, on a mis 2 Français, mais quelques noms comme ça qu'on peut vous donner. Donc, Johan Alaphilippe qui est dedans. Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk, donc la sélection des Pays-Bas, qui est une sélection assez impressionnante, où il y aura Wilco Kelderman notamment, Fuglsang, Sagan, les 2 jumeaux Yates, parce qu'il n'y a pas que Simon, il y a aussi Adam, Bob Jungels,
qui a beaucoup de punch. Valverde, donc Bob on en Jungels qui a parlait. gagné Liège-Bastogne-Liège cette année. Voilà, par exemple. Henrik Mas notamment qui ressort en forme, qui a prouvé son talent. Maximilian Schachmann, du coup, qui sur la Flèche Wallonne avait failli gagner avant que Johanna Philippe gagne. Il était parti, il avait quand même Ouais. fait Il a quand un même bien, petit numéro. il a quand même bien calé. Oui, il avait bien calé, c'est vrai, mais c'est un Il coureur de s'est talent. pris le mur de Louis dans la tronche, mais oui, oui, c'est un jeune coureur de talent. Voilà. Mais après, moi, je veux revenir aussi sur Primoz Roglic, dont on n'a pas parlé, qui pour moi aurait Ouais, été. t'as raison, j'ai oublié Primoz Roglic, les amis, désolé. Et si Primoz Roglic avait été en équipe de France, en équipe d'Espagne, en équipe des Pays-Bas, j'en aurais fait mon favori ultime. Je me souviens de l'étape entre Lourdes et la Reims, l'étape de montagne diabolique avec énormément de dénivelé, arrivé en descente. Il avait fait un festival, que ce soit en montée ou en descente. Et toi, tu trouves que son équipe, là, Le Tour du Pays Basque, où Alaphilippe gagne 2 fois, et ben, c'est Primoz Roglic à chaque fois qui est deuxième derrière lui, en lui posant des problèmes au sprint notamment. Donc, non, Primoz Roglic est aussi le type de coureur oui, parfait mais pour ce genre donc tu d'arrivée. disais que s'il était dans une autre équipe pour toi, là, sa formation, elle n'est pas assez forte. Pour rappel, Primoz Roglic, Matej Mohoric, Jan Polanc, Jan Tratnik, Simon Špilak, Greg Abole, Domen Novak, Luka Pibernek. Il lui faudra un très bon Simon Spilak, je pense. Un Simon Spilak qui brillait sur le Tour de Suisse il y a quelques années. Il faudra ce Spilak-là s'il veut avoir une chance. Matej Mohoric pourra l'aider, mais le parcours n'est pas une longue descente. Ça monte énormément aussi. C'est un jeune coureur de talent, le coureur de la Bahreïn. Mais encore une fois, c'est une grosse étape de montagne et j'ai peur qu'il saute quand même assez rapidement, Mohoric. Il faudra du bon Spilak s'il veut avoir une chance. Donc voilà, donc effectivement, désolé, j'avais oublié de parler de Primoz Roglic. C'est qui ton favori, toi? Mon grand favori, moi, c'est Simon Yates. Ça, c'est clair, mais après, dans les 6 qu'on n'a pas forcément. On en a mis 6, mais il y en a tellement d'autres. C'est en Belgique, par exemple, il y a Tige Benoît. Tige Benoît qui avait fait une montée exceptionnelle d'Estrade Bianche. Ouais. L'Estrade Bianche avec une montée au punch versienne assez hallucinant. Et enfin, Nairo Quintana, Miguel André Lopez. On vous a posé la question à vous. Quel est votre favori pour la course en ligne de dimanche? Et alors, Cocorico, alors là, je ne sais pas ce qui vous est arrivé, mais c'est Julian Alaphilippe à 60%. 60%, je ne pensais pas autant, franchement, par rapport à Roglic ou Yates. Et dans les réponses, on a quand même beaucoup de Valverde et j'ai vu 2 Miguel André Lopez notamment. On ne s'est pas arrêté sur Valverde, mais je trouve qu'il a fini la Vuelta très fatigué. Je pense qu'il avait peut-être cet objectif du championnat du monde dans un coin de l'esprit, mais quand il a vu qu'il jouait le classement général et qu'il jouait peut-être une victoire sur son tour à lui, hein, c'est un Espagnol, et ben, je pense qu'il a laissé beaucoup d'afflux et beaucoup d'efforts. Je ne donne pas grande chance pour lui, hélas, il a 38 ans, il a accumulé les kilomètres cette saison. J'y crois pas. Et à l'image d'un Miguel Ángel Lopez qui a fait 2 Moi, je grands pense tours qu'il va cette faire année un aussi. petit podium, Valverde, quand même. Je le vois bien quand même se caler. Le mec qu'on n'attend pas forcément, justement, que tout le monde se dit, bon, il arrive fatigué. Je le vois bien faire un podium. Gagner, c'est vrai, difficile. Je pense que pour les grimpeurs, et je pense à l'équipe des Pays-Bas notamment, avec Dumoulin et Kruijswijk, il faudra rendre la vie dure aux punchers. Ça va de Sagan à Valverde en passant par Kwiatkowski ou Julien Alaphilippe. Il faudrait, s'ils veulent avoir une chance de gagner, il faut que ça s'explique entre grimpeurs. Et voilà, je pense que les Pays-Bas ont les clés pour la stratégie de course en tout cas. Qui a la meilleure équipe, Paul? Je l'ai sous les yeux. Là, j'ai la Colombie de Quintana, Uran, Lopez, Henao, frère Henao. Il y a Daniel Martinez, la jeune pépite de l'EF Drapac. La France a une très très bonne équipe. La Grande-Bretagne avec les frères Yates sera dangereuse. Ce qui est fort avec la Grande-Bretagne, justement, c'est qu'il y a un grand leader, en gros Simon Yates, qui est presque totalement incontestable, et des mecs qui vont carrément se mettre à son service, tous en fait. Il n'y en a aucun qui peut prétendre dans cette formation-là, vu que on rappelle Geraint Thomas et Christopher Froome, c'était un de tes coups de gueule pendant la Vuelta, pardon. C'était un de tes coups de gueule, ils n'y vont pas. Et donc, en fait, ça donne la part belle à Simon Yates qui devient quasiment. Mais je pense qu'ils ont raison de ne pas y aller. Froome et Thomas, c'est pas un profil pour eux du tout. Surtout si dans la même équipe, tu as Simon et Adam Yates qui, eux, pour le coup, sont des spécialistes de ce genre d'arrivée. Donc, oui, ils ont bien fait. Après, je regarde, l'équipe d'Italie est belle, mais pour moi, c'est l'équipe des Pays-Bas qui est la plus forte. Tom Dumoulin, Bauke Mollema, Steven Kruijswijk, Wilco Kelderman, Sam Oomen, Wout Poels, Antoine Toulouse, Peter Winning. Il n'y a pas un nom, peut-être Peter Winning qui commence à manquer d'essence.
mais c'est que des coureurs de grands talents en montagne. Donc cette équipe a les clés pour moi pour tout faire péter dimanche prochain. Bon, ton grand favori, du coup, c'est Moi, je mets Simon Yates quand même, parce qu'on l'a vu même avec une équipe peut-être un peu moins forte sur le papier, il avait toujours à sortir son épingle du jeu. On l'a vu encore sur la Vuelta. Donc même s'il y a d'autres équipes plus fortes, je pense quand même que Simon Yates sera très compliqué à manœuvrer. Bon, moi je dirais Julian Alaphilippe, comme ça on dit pas la même chose et il y en a un qui pourra. J'espère évidemment que ce sera Julian Alaphilippe et que ce sera un Français qui gagne, un Thibaut Pinot God Save the Queen tout à l'heure. un Thibaut Pinot qui part de loin et qui ramène le maillot arc-en-ciel dans l'est de la France, ce serait magnifique. Je ne trouvais plus la région. En fait. J'ai un bug. Vas-y, dis que t'es parisien et que tu connais pas la géographie de la France. Le Doubs. Non, oui, Sochaux, Montbéliard. Je sais même plus. Le CCI Tube, bien sûr. Voilà. Grande place du cyclisme français. Rendez-vous dimanche, donc Paul, 9h40 pour le départ de cette course en ligne. Et avant la course en ligne, il va y avoir quand même le contre-la-montre qui va être quand même assez important. Ce sera mercredi, on en parle tout de suite. Mercredi donc, il y aura ce fameux contre-la-montre qu'on a presque tendance à oublier tant la course en ligne nous excite, mais le contre-la-montre va aussi être intéressant parce qu'il y a un profil quand même qui peut nous exciter. Ouais, déjà ce qu'il faut dire c'est la longueur. La longueur c'est 54,2 km. C'est une distance qu'on n'a pas vue cette année, que ce soit sur les grands tours ou même sur des tours d'une semaine. On n'a pas vu un contre-la-montre aussi long. Donc plus c'est long, plus c'est bon. J'ai envie de te dire, Joseph. Bravo, Paul. Notamment pour les spécialistes, pour les rouleurs. Donc là, il y aura, à mon avis, très peu de surprises. En plus, il nous rajoute cette petite montée dont tu vas nous parler. Voilà, je pense que, hélas, même si moi, c'est pas le coureur que je vais défendre, je pense qu'il y a un épouvantail pour cette course. Tu vas nous en parler. Attends, ne dis pas. On laisse le suspense un peu. On parle de cette montée, justement, de la particularité du parcours. C'est la montée de Gnadenwald, qui sera notamment passée dans un premier temps dans la partie jaune qu'on a découvert sur la course en ligne, la montée de Gnadenwald, donc qui fait 4,9 km. Et il y aura quand même 7,1% de moyenne. Et il y aura un passage à 14%. Donc, quand il y a un passage à 14%, Paul, pour moi, il y a certes Tom Dumoulin, c'est sûr et certain. Pour moi, c'est le grand favori. Il va gagner avec 30 secondes d'avance, même sur ton gars. Ouais, mais moi, tu sais, je me suis dit, si Joseph a choisi Dumoulin, il faut que je choisisse quelqu'un d'autre pour lui faire plaisir. Non, le fait est qu'il y a deux énormes favoris pour cette course. Il y a Tom Dumoulin et Rohan Dennis. Rohan Dennis qui D'ailleurs, il n'y en a que deux qui prennent le départ. Ouais, c'est ça. Et les autres, bon, il y a toujours les Stephen Kung, Nelson Oliveira, Victor Campenaerts, le champion d'Europe, etc. Et Anthony Martin vieillissant, ça, c'est des mecs qui ne peuvent pas les inquiéter, je ne pense pas. En tout cas, s'ils les inquiètent, deuxième sur le contre-la-montre du Giro, Tony Martin. Et ouais. Et même Victor Campenaerts qui a fait des bons chronos sur la Vuelta. Mais encore une fois, Rohan Dennis s'est baladé sur les épreuves chronométrées pendant le Tour d'Espagne. Et Tom Dumoulin. Tom Dumoulin, ce qui m'inquiète, en fait, c'est qu'il a participé au contre-la-montre par équipe, où la Sunweb finit deuxième. Et surtout, il a l'objectif d'être champion du monde sur route 3 jours plus tard. Tu penses que son grand objectif, avec un parcours comme ça sur la course en ligne, c'est pas le contre-la-montre, justement, parce qu'on sait qu'il aime beaucoup les montées longues et roulantes, ce qui n'est pas du tout le cas sur la course en ligne. Moi, c'est ce que je pense. Tom Dumoulin, hier, des gens m'en parlaient quand je leur demandais leurs favoris. Je pense que c'est pas assez roulant et c'est trop casse-patte. Tu vois, c'est trop casse-patte pour lui. Je pense même que chez les Pays-Bas, ce ne sera pas le leader. Le leader. Enfin, on verra après. Les Pays-Bas, on les a vus, notamment à la Lotto Jumbo, courir un peu n'importe comment ces derniers temps. Donc on verra. Mais oui, difficile de dire autre que Tom Dumoulin pour cette course. Même si Rohan Dennis a montré qu'il était en forme, ce sera compliqué de le manœuvrer. Ouais, mais bien sûr, il va y avoir donc ce duel tant attendu entre Tom Dumoulin et Rohan Dennis. Et effectivement, la dernière fois qu'ils se sont affrontés, donc c'était sur le Giro. Et Rohan Dennis avait gagné, et il avait gagné avec 22 secondes d'avance sur Tom Dumoulin sur un parcours tout plat. Et face à un Tom Dumoulin qui jouait le classement général. Et, en plus, c'était pas sur les mêmes objectifs. Mais avec le Gnadenwald en plus, et je le rappelle, 4,9, enfin 5 km à 7 de moyenne, avec un passage à 14%. Je
pense sincèrement, même si Rohan Dennis n'a pas été ridicule en montée, quand il a commencé avec le maillot, de leader en première semaine, mais il a craqué dans en gros la 3e étape de montagne. Non, mais clairement, moi, peut-être si on devait mettre une pièce sur quelqu'un d'autre, ce serait aussi Bob Jungels, qui vient d'être champion du monde avec son équipe de la Quick Step, qui aime lui pour le coup les montées un peu sèches. C'est un coureur vraiment tout terrain qui est un très bon roller, mais qui est aussi bon sur les coups de cul. Donc attention à lui, il va arriver avec le plein de confiance. Lui, je pense que ce soit de par son équipe ou de par son profil, ce sera trop dur pour lui dimanche. Voilà, lui pour le coup, je pense que c'est son véritable objectif. Et lui peut peut-être aller emmerder Tom Dumoulin. Ouais. Bon, en tout cas, on va se retrouver pour, donc, on le rappelle, mercredi, le contre-la-montre, le contre-la-montre. Et dimanche, la course en ligne. Évidemment, on va la regarder, Paul. Qu'est-ce que j'ai hâte en vrai. Ouais, c'est vrai. Mais ça fait longtemps qu'un championnat du monde ne m'a pas autant hypé. Je pense que le dernier, je ne sais plus en quelle année c'était quand on avait aligné Arnaud Démare et Nasser Bouhanni, chacun avec leur train. Et bon, hélas, il y a du renouvellement. Cette course avait été un peu catastrophique pour les Français, alors qu'elle nous était promise, parce qu'ils étaient à l'époque peut-être les deux des meilleurs sprinteurs au monde. Là, pareil, on nous promet monts et merveilles. À nous d'avoir la bonne stratégie et de courir intelligemment. Un petit mot pour finir, Paul, peut-être sur le triple champion du monde en titre, Peter Sagan, qui malheureusement pour lui n'aura pas cette année. Même si certains disent attention. Ça dépend des schémas de course. Si Sagan il est là dans la dernière montée avec les favoris, il sera compliqué à lâcher. Hein. Il sera très compliqué à lâcher. Donc, ouais, parce qu'il il a un punch assez. La dernière montée, elle est violente, certes, mais elle est aussi assez courte. Donc, il faut toujours se méfier de Sagan. Hein. Son objectif, lui, chaque année, c'est ça. Donc, il sera toujours dans le coup. Hein. C'est un peu l'image d'un Nibali, même d'un Valverde. C'est des indéboulonnables. Ils sont compliqués à bouger. Bon, on aura de toute manière un œil sur le champion du monde parce qu'un tel maillot, ça donne des ailes. Mais à mon avis, il y en a énormément qui voudront lui prendre. Mais on se retrouve donc lundi, Paul, évidemment, pour faire un bilan et découvrir Julian Alaphilippe en arc-en-ciel. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et ouais, lundi, on vous parlera un peu du contre-la-montre et surtout de l'étape, de la course en ligne qui se sera déroulée la veille. Et je pense qu'il y aura plein de choses à dire, donc j'ai hâte. Si les Français gagnent, il y aura plein de choses à dire. Et si les Français ne gagnent pas, il y aura encore plus de choses à dire. Voilà, en espérant cette bonne nouvelle-là, en espérant que les Français gagnent ce championnat du monde d'Innsbruck. Salut à tous. Salut.